Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence de VAP Expo 2015. Donc, sur la VAP et ses usages, le point de vue des utilisateurs. Donc, aujourd'hui, on va aborder les sujets qui sont très divers sur les vapoteurs, la forme de communauté. Donc, ce qui va être l'actualité de la VAP, les principaux défis rencontrés, les différentes législations à travers les pays. Et pour ce faire, je suis avec trois intervenants qui sont Lauriane Joly, qui est du New Nicotine Alliance en Angleterre. Bonjour Lauriane. Nous avons aussi Pascal Bouchet de la Tribune des Vapoteurs, qui est un groupe Facebook aujourd'hui très influent avec environ 3000 membres. Et nous avons aussi Olivier Terolaz, président de l'association suisse Helvetic Vap, qui nous rejoint. Et je vous propose qu'on commence tous ensemble une série de questions qui va nous permettre de découvrir quelles sont vos actions, quelles sont vos préoccupations sur le milieu de la vape et qu'est-ce que vous envisagez de faire en général de manière à améliorer les choses avec le si peu de moyens qu'on a, comme on peut dire. Donc je vais commencer avec vous, Lauriane Joly. Et est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le NNA, le New Nicotine Alliance? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la New Nicotine Alliance a commencé au début de cette année. Nous sommes au début d'une association caritative et donc on regroupe pas mal de personnes au niveau de la santé, au niveau politique et puis surtout beaucoup d'experts avec une grande préparation, donc une grande expertise au niveau de la cigarette électronique. Et nous avons une importance au Royaume-Uni au niveau des groupes de consommation pour prendre en considération tous ces aspects. Et d'ailleurs, moi-même, je parle souvent avec les autorités politiques, avec les autorités de santé. Et nous avons pas mal de points de vue, finalement, qui sont regroupés pour prendre des décisions. Du PHE Report, justement, on en a beaucoup entendu parler, 95% de danger en moins que la cigarette. Ça fait beaucoup d'émules. Est-ce que vous pensez que c'est placé sur un aspect médical ou est-ce qu'on est vraiment sur une vape libre, accessible à tous, en fait, en Angleterre? Comment c'est perçu? Donc, disons que dans ce rapport, ça a été l'une des principales choses qui a été reportée au niveau du Royaume-Uni sur le vapotage. Bien sûr, maintenant, ça a été divulgué dans le monde entier. Ça a causé beaucoup de controverses finalement. Parce qu'au départ, la presse avait pris ici et là tout l'aspect médical, donc une étude médicale. Cela ne fait pas partie du rapport. En fait, ça a été une conférence de presse et durant la conférence de presse, ça n'a pas été très bien vu parce que la presse n'est pas vraiment l'un de nos meilleurs amis. Et en fait, ils ont utilisé ceci pour un petit peu déranger le reste de la population et donc causer des problèmes. Dans ce rapport, en fait, on a écrit de différents articles au niveau du marché, de la consommation, des consommateurs. Et donc les médecins devraient recommander, n'est-ce pas, aux fumeurs de venir ici, de vivre cette expérience-là. Et à ce point-là, au Royaume-Uni, on a beaucoup de choses à faire, on a déjà beaucoup fait et en fin de compte, c'est une bonne chose parce que ça touche notre compréhension du marché de la vape et on va continuer parce que en fait, on est supporté, on est aidé, n'est-ce pas, par beaucoup d'organismes, on n'aurait jamais cru cela au départ. Donc oui, ce rapport, pour répondre à votre question, est très important et va changer totalement la donne. Et j'espère aussi que la réglementation dans d'autres pays va suivre ces idées et ces propos. Il y a quelques années, en fait, on n'avait pas trop de problématiques avec l'industrie du tabac en Angleterre. Et on se rend compte, en fait, de mois en mois,
que en Angleterre, en fait, on commence à diaboliser l'industrie du tabac. Comment vous expliquez ça? Qu'ils avaient en fait plutôt une bonne vision avant et qu'aujourd'hui c'est complètement en train de changer. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements au Royaume-Uni durant ces 2-3 dernières années finalement. L'industrie du tabac est un problème présent dans beaucoup d'organisations au niveau de la santé publique, n'est-ce pas? Et les liens entre tous ces acteurs. Bref, l'industrie du tabac fait partie de ceci. Donc en effet, ils veulent proposer des bons produits et suivre ces règles-là. Et voilà. Donc on n'est pas à même de gérer finalement toutes les questions de l'industrie du tabac. Et en fait, la présence, le développement, tout ce qui est visible, en fin de compte, c'est important parce que c'est le marketing qui est derrière tout ça. Au Royaume-Uni, le marketing a été excellent. Attention, la publicité, la façon d'aider les fumeurs, la façon d'expliquer les choses. Bref, c'est très important. Et les réglementations, comme je l'ai dit, sont fondamentales pour comprendre et pour surtout diriger les opinions. Et voilà, c'est fondamental, n'est-ce pas? Il faut être clair sur la terminologie et il faut finalement trouver un équilibre dans tous ces produits, dans toutes ces questions. Et voilà, il faut être juste aussi parce que, l'industrie du tabac, peut-être différemment des États-Unis, n'a pas vraiment créé des problèmes au niveau en particulier du marketing. Donc Pascal Boucher, la tribune du vapoteur. Donc ça fait un petit moment qu'on commence à parler de vous. Comment c'est né la tribune du vapoteur? Qui êtes-vous? Alors Michael, la tribune du vapoteur est née au mois de décembre dernier. Donc on n'a pas encore tout à fait un an sur Facebook, mais est présent également sur les autres réseaux sociaux que sont Google+ et Twitter par exemple. L'idée originale était d'offrir un espace de liberté d'expression très très libre, avec presque pas de modération, pour animer des débats dans la communauté sur le militantisme et la défense de la vape libre et responsable, sur la résolution des conflits internes à la communauté, pour essayer de restaurer un peu la bonne ambiance dans les autres sous-groupes, sous-communautés. Donc aujourd'hui, la tribune du vapoteur a un peu plus de 9 mois d'existence, propose un service bénévole de médiation auprès de la communauté, valable pour les particuliers vapoteurs, tout comme pour les professionnels, et également une vraie page d'actualité en relayant les informations, que ce soit de toute la blogosphère de la vape ou nous-mêmes nos propres articles exclusifs. Alors, parlons-en de la communauté, justement. Quel est pour vous, à votre avis, l'avenir de cette communauté? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même vu le débat au Sénat, l'amendement sur la publicité. Quels vont être demain, selon vous, les modes d'expression? Et concrètement, comment contrecarrer ça? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à parler de vape? Que pense aussi cette communauté vis-à-vis de toutes ces décisions? On continuera à parler de la vape, quoi qu'il arrive. Ça n'empêchera pas de parler de la vape. Ce qui est en train de se passer au Sénat avec les amendements sur la liberté de faire de la publicité directe ou indirecte va freiner ça, mais n'arrêtera pas la communauté de la vape. Vous connaissez la difficulté, on est quand même sur soit faire de la propagande ou soit parler d'un produit, la marge est très fine. Vous pensez que vous êtes capable, à travers les communautés, de modérer ça, de réussir justement à suivre un fil qui soit purement informatif? C'est déjà le biais qu'a pris la tribune du vapoteur, en l'occurrence. On n'a aucun partenariat commercial avec quiconque. On est vraiment dans de l'information pure et on va continuer dans ce sens-là. Après, peut-être qu'il faudra opter pour des systèmes de communication un peu plus sous forme de club et surtout en parler sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut sortir des réseaux sociaux, d'Internet d'une manière générale, et la priorité aujourd'hui, c'est d'aller chercher les fumeurs
sur le terrain directement, puisque au final, la communauté sur les réseaux sociaux, c'est une infime partie des vapoteurs, en France en tout cas. Alors justement, parlons-en de ces fumeurs. C'est quoi pour vous l'avenir de la cigarette électronique en France, l'avenir de la vape? Comment vous voyez le terrain? Comment vous l'imaginez? Moi, je vois le terrain de façon positive parce que je suis un éternel optimiste. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des freins, on a des vrais freins. Dans le cadre de la tribune du vapoteur, on va aller sur le terrain et développer des clubs, des lieux de rencontres et d'information, une sorte de forme juridique où on mettra de l'information à disposition des fumeurs. Ça, c'est le projet social et solidaire de la tribune du vapoteur. Maintenant, le risque, effectivement, c'est qu'on se retrouve tous avec des cigarettes électroniques extrêmement simples, basiques, et pas nécessairement efficaces si la TPD est appliquée stricto sensus. Ne pensez-vous pas, à travers les discours consommateurs, que la cigarette électronique, en fait, s'est complexifiée, qu'aujourd'hui, elle répond à une population de vapoteurs qui est une population fidélisée et que peut-être les produits actuels ne sont peut-être pas adaptés pour recruter? Alors, dans le cadre de l'enquête qu'on a fait auprès des tribunaux, comme on les appelle, des vapoteurs sur la tribune du vapoteur, ils trouvent au contraire que l'offre est très très riche déjà. Certes, faire du power vaping, des gros nuages, faire des résistances extrêmement basses en home et autres n'est pas forcément quelque chose de très attractif pour la grande majorité des nouveaux vapoteurs. Ça peut même leur faire peur. Mais d'un autre côté, cette vape particulière que le power vaping, par exemple, pousse en avant la recherche et l'innovation et donne une dimension plaisir pour toute une partie des vapoteurs. Donc il ne faut pas la mettre de côté pour autant. Voilà. Alors après, bien sûr, on peut développer une offre plus simple, encore plus accessible, pour aller capter de plus en plus de fumeurs qui deviennent vapoteurs, mais essayer qu'ils ne restent pas vapofumeurs. C'est justement la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, on constate dans la population en général une forte progression des vapofumeurs. Et comment on peut expliquer ça? Comment on explique ça? Je pense qu'on peut expliquer ça parce que beaucoup de matériel basique ne sont pas suffisamment efficaces pour une grande partie des grands fumeurs notamment. On le voit chez les fumeurs en situation de précarité, qui sont aussi souvent de grands fumeurs. On le voit à la vape du cœur, d'ailleurs, dont on pourrait parler aujourd'hui. À la vape du cœur, ils ont énormément de gens en situation de précarité qui ont déjà parfois essayé avec du matériel basique, mais ça n'accroche pas ou ils continuent à fumer. Mais dès lors que des vapoteurs font des dons de matériel un peu plus évolué, qu'on leur apprend à faire des coils, on leur apprend à fabriquer leur liquide pour diminuer le coût de la vape également, bien souvent on observe qu'ils arrêtent totalement de fumer. Donc j'imagine que vous accompagnez les actions de la vape du cœur, Aidus, vous êtes complètement investi, vos membres aussi? On est 100% convaincus et investis de lutter auprès de l'Aidus depuis le départ, depuis peu auprès de la vape du cœur, qui est une initiative lancée par Hichem Abdel et Julien Levaillant, qui est vice-président aujourd'hui de la vape du cœur. Je vous invite tous à aller les voir sur leur stand, parce que s'il y a bien une concrétisation de la vraie communauté de la vape, c'est bien la vape du cœur. Donc il faut y aller. Merci Pascal. Donc maintenant, Olivier Terolaz, président de l'association Helvetic Vape, donc en Suisse. Donc en Suisse, on sait que le terrain est un peu particulier car la nicotine n'y est pas autorisée dans les produits de la vape. Donc d'où est né Helvetic Vape? Qui êtes-vous? Parlez-nous un petit peu de vous. Alors oui, Helvetic Vape est l'association suisse des utilisateurs de vaporisateurs personnels. Effectivement, notre principal combat, c'est de faire autoriser les liquides nicotinés en Suisse.
qui sont pour l'instant donc interdits de vente. Les utilisateurs peuvent importer 150 millilitres de liquide nicotiné tous les 60 jours. C'est la règle officielle. Et donc, ça pose énormément de problèmes à la communauté des vapoteurs suisses, qui est d'ailleurs très réduite. On compte, selon les statistiques, seulement environ 8000 vapoteurs quotidiens en Suisse. Nous pensons que c'est en majeure partie dû justement à ces restrictions sur les liquides nicotinés. Donc chez vous, la restriction est vraiment assez grande finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est incompréhensible de la part des autorités. On essaye de leur faire comprendre que la réduction des risques est une voie intéressante pour la santé publique, mais pour l'instant, ils n'écoutent absolument pas. Vous aviez d'ailleurs écrit à ce sujet un très bel article récemment. Oui, merci. Effectivement, on peut se demander quelles sont leurs motivations. C'était le sujet de cet article. Actuellement, il y a un projet de loi sur les produits du tabac en Suisse qui projette d'assimiler la vape aux produits du tabac. Donc ça, évidemment, on est contre. Et dans ce projet de loi, il y aurait une autorisation des liquides nicotinés. Le problème, c'est que cette loi ne rentrera en vigueur qu'en 2018-2019 au mieux. Donc en fait, on est dans une sorte de prohibition finalement qui empêche la consommation de se développer et les fumeurs finalement de quitter le tabac, si je comprends bien. Tout à fait, c'est une prohibition. Et le problème, c'est qu'actuellement, les autorités se cachent un peu derrière ce projet de loi et disent qu'il faut attendre que cette loi passe et ils ne veulent pas autoriser rapidement les liquides nicotinés. Les problèmes pour la communauté, c'est que, comme on l'a dit avant, le vapotage par rapport à la fumée classique représente déjà une difficulté supplémentaire. C'est un peu plus compliqué que d'aller acheter un paquet de cigarettes au coin de la rue. Donc, rajouter par une législation trop contraignante des problèmes supplémentaires aux gens, des problèmes pour accéder aux liquides nicotinés, évidemment, c'est une influence directe sur la quantité de vapoteurs qu'on a en Suisse. C'est très paradoxal parce qu'on voit l'IQOS en Suisse qui est en forte progression et à côté de ça, on interdit la nicotine en accessibilité. Alors, en forte progression, je ne sais pas, ils viennent de la lancer en Suisse. Effectivement, l'IQOS est commercialisé en tant que produit du tabac. C'est taxé, les recharges pour l'IQOS coûtent à peu près pareil qu'un paquet de cigarettes. Donc, ça rentre dans la catégorie produit du tabac. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent le commercialiser. Mais effectivement, vu que le liquide nicotiné sont interdits, ça crée quelque chose qui est totalement incompréhensible en Suisse. Et vos actions, vous prévoyez quoi ? Alors, donc, on essaye toujours de se battre pour que les liquides nicotinés soient autorisés rapidement. Il y a une option, il suffirait de modifier une ordonnance. Pour l'instant, le gouvernement fait la sourde oreille. Donc ça, on continue dans cette action-là. Et puis, au début de l'année prochaine, sera discuté ce projet de loi au Parlement. Et donc là, on va faire du lobbying auprès des parlementaires pour faire passer nos idées. Et vous, votre sentiment, c'est comment vous voyez la vape en Suisse dans les 2-3 prochaines années par rapport à votre expérience, par rapport à tout ce que vous nous dites ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Alors, quand on se bat tel qu'on le fait, on est obligé d'être optimiste, même si c'est difficile et que, on a beaucoup de revers, donc il faut y aller, être optimiste. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé en France cette semaine. C'est difficile de faire comprendre aux gens l'intérêt de la vape pour la santé publique. Donc, on espère qu'on fera mieux en Suisse. C'est pas gagné, mais si on arrive quand même à convaincre les gens sur la réduction des risques liés à la consommation de nicotine,
je pense qu'on peut y arriver. Et vous avez différents soutiens des autres associations françaises, anglaises, comme les CITA, l'EIDUS pour la France? Alors, soutien, on les connaît, on discute, à mon avis, pas assez. On devrait plus discuter en toutes les associations, se servir d'événements comme celui-là pour organiser des rencontres entre nous, pour qu'on puisse se coordonner au niveau européen. Ça, je pense, c'est quelque chose qui devrait plus se développer à l'avenir. Sachant qu'on voit qu'il n'y a pas de cohérence de réglementation en fonction des différents pays. En Angleterre, on peut acheter par exemple du tabac partout. En Suisse, on n'a pas le droit à la nicotine pour la cigarette électronique. En France, on a toujours les problèmes qui étaient le monopole du tabac, etc., etc. Donc en fait, finalement, ça permettrait d'accorder les violons et de peut-être partir sur une idée nouvelle qui serait commune à tous. Oui, alors tous les pays ont leur réglementation spécifique, donc c'est vraiment aux associations nationales de prendre en charge ce qui se passe dans leur pays, mais discuter d'une manière générale sur le but vers lequel on tend tous ensemble pour s'accorder et prendre de l'expérience aussi. Si une association a réussi dans un domaine, c'est intéressant pour une autre association de mettre en place la même tactique dans leur pays si c'est possible. Merci Olivier. On va attaquer sur la question de la TPD, une question très intéressante, de connaître ta vision, Pascal, de l'application de la TPD en France. Comment, selon toi, ça va modifier le matériel qu'on utilise, ainsi aussi que les liquides, la réglementation, les normes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que du mauvais, évidemment. Déjà, la vape n'est pas un produit du tabac, ne devrait pas être concerné par cette directive, très clairement. Déjà, premier point. Deuxième point, elle va être mise en place en France, transposée au mois de mai au plus tard, probablement avant, et ça va interdire tout ce que je considère efficace aujourd'hui en vape pour laisser la place à de la vape peu ou pas assez efficace. Vous pouvez peut-être nous rappeler les éléments les plus importants de la réglementation qui vous semblent limitatifs dans le développement du consommateur? Les points limitants, c'est sur la quantité de liquide. La TPD prévoit pour les cigarettes électroniques de ne pouvoir avoir que des cartouches scellées de 2 millilitres maximum. Et scellé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la maîtrise de ce qu'on va vaper. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ceux qui ont surtout les moyens de développer ce type de produit, on sait qui c'est et on ne veut pas travailler avec eux. Voilà. On ne veut pas travailler avec les cigarettiers. On veut être maître de ce qu'on va vaper, de ce qu'on se met dans les poumons pour quitter la tueuse. Donc une vape libre, une vape indépendante, finalement. Totalement indépendante. En fait, on semblerait nous proposer qu'on n'a que deux choix, soit être dans la catégorie tabac, soit, avant on parlait d'être dans la catégorie pharma. Non, il y a une troisième voie qui est la voie de la vape, libre, responsable et indépendante. Voilà. Et vous, Lauriane, que pensez-vous de l'application de la TPD ? Eh bien, c'est très difficile. Chaque pays semble avoir une approche différente de la TPD. On ne sait pas tout à fait comment ça va être mis en œuvre au Royaume-Uni. Il semble y avoir une compréhension que ce qui se passe dans la TPD est tout à fait erroné. Et le problème, c'est que personne ne peut finalement faire machine arrière. Donc voilà, il y a un problème. Les tests sur le liquide, ça va être tellement coûteux, ça va être tellement onéreux pour les fabricants de cigarettes électroniques. Les limites sur le contenu en nicotine est un problème au Royaume-Uni parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent
24 mg de nicotine. Je sais que c'est pas tout à fait le même problème en France. Donc tout ce qu'on sait, tout ce qu'on comprend et qui fonctionne, on le sait, qui est maintenant accepté par les pouvoirs publics, tout cela va disparaître. Et ça, c'est tout à fait alarmant. Il pourrait rien avoir de pire pour la vape que la TPD. Et la plupart des pays ne savent même pas les détails, le remplissage libre. Et rien n'est prévu pour ça. Rien ne semble être prévu avant que finalement la TPD n'entre en vigueur. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a des gens qui doivent l'appliquer en urgence, la TPD, mais ils la comprennent pas tout à fait. Et au week-end, vous êtes optimiste? Say that again. L'action de Totally Wicked. I think we're fortunate in the UK in that Eh bien, they're going to au Royaume-Uni, ils n'essayent pas d'atténuer les mauvais impacts de cela. Parce que le gouvernement et la santé publique comprennent combien c'est néfaste. Et j'espère qu'avec de l'aide, ils pourront la transposer de telle manière que ça n'est pas aussi mauvais que ça pourrait l'être. On n'a pas le problème que vous avez, on n'a pas le même problème que l'Espagne, que la Belgique. Et il y a de vraies questions en Europe. Au Royaume-Uni, on semble être finalement les plus chanceux, même si ce qui va arriver l'an prochain va néanmoins voir disparaître notre marché à mains égards. Pour la Suisse. Alors, heureusement, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, donc on n'est pas obligé d'implanter la TPD dans notre législation. Mais la Suisse a un certain nombre d'accords avec l'Europe et notre souci, c'est que probablement que le gouvernement souhaite implanter quelque chose qui ressemble beaucoup à la TPD, puisqu'ils voudront que la loi suisse soit en accord avec les lois européennes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Suisse. Il n'y a pas d'obligation, mais on tend à prendre des lois qui sont similaires à celles de l'Europe. C'est complètement paradoxal parce que dans les autres pays, on peut qualifier la TPD comme limitative. Et finalement, dans un pays comme le vôtre, ça la rendrait accessible. Oui, alors si la Suisse n'applique pas quelque chose de similaire à la TPD, on deviendra un îlot peut-être de liberté au cœur de l'Europe par rapport à la vape. On espère que ça sera comme ça. Maintenant, quelque chose qui est assez problématique dans la TPD, à mon avis, c'est tout ce qui concerne le matériel, comme justement les systèmes anti-fuite ou ce genre de choses. Et là aussi, par rapport aux normes qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, je pense qu'on a besoin de normes sur les liquides, sur la qualité, sur les processus de fabrication. C'est très important et les vapoteurs veulent ces normes. Par contre, toutes les normes sur le matériel qui sont des pseudo-normes de sécurité pour des risques qui n'existent pas, ça, je pense que c'est très dangereux pour l'avenir de la vape. Que ça soit au travers de la TPD ou au travers des standards qui sont en train d'être créés. Que pensez-vous des normes, vous, Pascal? Les normes qui ont été aujourd'hui portées par les professionnels de la vape, par la FIVAP, par l'EIDUS. Donc il y a eu beaucoup de participation qui permettent de faire une vape plus saine, j'aurais tendance à dire mieux encadrée. Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Ça apporte une sécurité, ça rassure les vapoteurs. Maintenant, on peut voir ça aussi comme une contrainte, mais ça n'a pas été fait dans ce sens-là. Et sur la tribune, on est particulièrement sensible à ce type de sujet pour avoir débattu de nombreuses fois sur la qualité des liquides, des composants,
parfois pousser une préoccupation, poussée à l'extrême, presque hygiéniste. On en devient de vrais... on se croit spécialiste, mais on en apprend tous les jours. Donc moi, globalement, je vois ça de façon très positive. Je pense que ce n'est qu'un début, qu'il en faut d'autres, et peut-être plus complètes. Voilà. Comment vous expliquez l'effervescence du DAI, c'est-à-dire le do-it-yourself, le fait de faire sa propre liquide, surtout quand parfois on a un manque de connaissances sur les aspects chimiques, les combinaisons de molécules, les additifs. Donc les normes, elles, permettent d'encadrer des liquides qui sont déjà flaconnés, mais à côté de ça, on a le DAI qui explose. Donc, est-ce qu'on n'est pas à l'orée d'un accident, d'une mauvaise utilisation comment pensez-vous que le marché va se dessiner vis-à-vis de cette pratique ? Tout simplement, déjà, il y a plusieurs pratiques, il faut les respecter en tant que telles. Je pense que les vapoteurs qui font du DAI, qui fabriquent leurs propres recettes, l'aspect plaisir a largement pris le pas par rapport à l'aspect santé d'une part, et puis l'énorme avantage du DAI, ça reste le coût extrêmement modéré comparativement à des liquides premium qu'on trouve là partout sur les stands. Voilà. Mais la santé, ça permet aussi de maîtriser exactement, enfin on pense maîtriser ce qu'on met dans les liquides, entre l'EPG, la VG, quelques arômes. Voilà, il suffit de vérifier la qualité des arômes et le fabricant des arômes, l'aromaticien, éventuellement quelques additifs, mais rien d'autre. Si je peux me permettre, juste. On a une certaine expérience en Suisse, puisque les liquides nicotinés étant interdits, beaucoup de vapoteurs sont passés au DAI, parce que c'est plus simple de commander une fois de la base nicotinée et ensuite de faire ses propres liquides. Donc, on voit bien en Suisse, la réglementation contraignante incite les gens à prendre plus de risques en fabriquant leurs propres liquides, en rajoutant de la base nicotinée dans des liquides à zéro, ou ce genre de choses. Certains font des macérats de tabac, ou voilà. Donc, il faut faire attention que la réglementation n'induise pas des comportements qui seront plus risqués que ce qu'elle essaye d'empêcher. En Angleterre, le DAI aussi, c'est très pratiqué ? Non, c'est une toute petite partie du marché. La plupart des vapoteurs achètent leur liquide sur Internet ou dans les magasins. Je crois qu'il est très important d'avoir un point de vue sur le do-it-yourself. On compare cela au tabagisme, parce que si vous faites votre propre mélange, vous utilisez des liquides chimiques. Et c'est vrai que ça peut se comparer au tabagisme. On ne doit pas perdre de vue ce qu'est l'autre option. Voilà, s'il s'agit de faire des résistances du liquide, etc., c'est ce que font les gens, mais ça va rester une minorité. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la réglementation, eh bien, que ce soit la TPD notamment, vous aurez toujours des gens qui essayent de faire les choses différemment. Et c'est très bien, c'est pas un problème parce que au moins ils quittent le tabagisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. On compare cela au tabagisme. Donc, finalement, quels sont les principaux défis que vous rencontrez chacun dans vos associations ou dans vos groupes de discussion ? Parce que quand je vous écoute, finalement, on a tous le même objectif, c'est aller recruter le fumeur pour le faire devenir vapoteur, donc d'une manière ou d'une autre. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez chacun ? Olivier ? Alors, oui, transformer les fumeurs en vapoteurs, c'est un défi. C'est quelque chose qui est difficile parce que faire du prosélytisme auprès des fumeurs, c'est pas simple. Je pense que le défi principal, c'est que le vapotage devienne une norme tout à fait acceptable.
petit à petit, les fumeurs viendront au vapotage. Surtout si les politiques de santé publique prennent des mesures qui continuent à rendre la cigarette classique moins attractive et parallèlement des mesures qui rendent la vape très attractive. Dans cette optique-là, petit à petit, les fumeurs passeront au vapotage. C'est quelque chose que les associations doivent vraiment avoir comme but. Pascal ? Comme Olivier, le principal défi pour nous, c'est la santé publique et l'accessibilité de la vape pour tous, au final. Et pour cela, il faut continuer nos démarches volontaires. La mise en place de normes AFNOR, par exemple, en est une, mais continuer d'aller de l'avant. Il y a des sujets de réflexion sur la mise en place ou pas volontaire d'une taxe, par exemple, pour la fiscalité sur la vape, prendre un pas en avant, montrer notre volonté de financer, par exemple, la recherche sur les liquides, sur les matériaux utilisés. Voilà. Nous, sur la tribune du vapoteur, l'objectif, c'est d'aller maintenant sur le terrain, de permettre que la vape soit toujours accessible sous toutes ses formes et surtout que les fumeurs, comme les vapoteurs, ou ni vapoteurs ni fumeurs, mais simplement leur grand public, puissent avoir un contre-avis par rapport à la désinformation massive que nous avons dans les médias. Lauriane, pour vous, les principaux défis ? The main challenge Les principaux défis pour nous, c'est surmonter le combat qui se passe dans la santé publique actuellement, avec le rapport sur la santé publique qui invite les fumeurs à essayer. Et en même temps, au Royaume-Uni, vous avez voilà, une autre partie de la santé publique qui semble être pas prête à finalement instiller de la confusion dans l'esprit des fumeurs. Donc on a beaucoup avancé, mais la presse, les médias et puis ce groupe d'experts de santé publique semblent vouloir s'assurer que voilà, les fumeurs n'aient pas de certitude. Et ça, c'est notre combat. On a tous le même objectif, à savoir que les fumeurs aient envie d'essayer le vapotage. Voilà, c'est simple. Et d'avoir le choix, les options, c'est simple. Le plus grand problème que nous ayons, c'est justement ce groupe de santé publique, les gens qui n'acceptent pas que cela fonctionne, qu'on peut y prendre de plaisir, que ça ne sera pas une expérience, une étude qui montre comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment un grand obstacle. Merci Pascal, merci Lauriane. Donc vous pourrez retrouver la prochaine conférence Beyond the Clouds, qui est un documentaire qui aura lieu à 14h. Et je souhaitais aussi profiter de cette conférence pour rendre un hommage à Renaud de Boudemange. Renaud de Boudemange qui a beaucoup œuvré pour la scène de la cigarette électronique, donc avec notamment Brice Lepoutre qui est dans le public, et notamment aussi sur le fait que la vape reste un produit de consommation courante. C'est une belle victoire car au Sénat, le monopole n'a pas été accordé aux buralistes juste pour cette question. Donc je pense que Renaud, même s'il nous a quittés, on peut lui rendre un hommage sous un tonnerre d'applaudissements.